Juillet 1944. Ville après ville, les troupes alliées avancent en Normandie. Parmi elles, les forces françaises libres du général de Gaulle. Depuis le débarquement, semaine après semaine, la France se libère. Mais à 200 km du front, une autre France, celle des collabos, veut croire encore en une victoire allemande. Comme ici, le 7 juillet, au cœur de la capitale, dans la cour des Invalides. Miliciens, à vous! Ce millier de jeunes miliciens part se battre contre les résistants. Une autre lutte à mort continue, Français contre Français. Comme ces miliciens, en cet été 44, une minorité de Français s'obstine jusqu'au bout à servir le Troisième Reich, à servir Hitler. Joseph Darnand, le héros de 14-18, devenu le chef de la milice. Il est responsable des persécutions et exécutions de dizaines de milliers d'opposants politiques, de résistants, de francs-maçons et de juifs. Henri Lafont, le petit truand devenu le patron de la plus puissante Gestapo française. L'idéologie de Lafont? Flingue, fric, violence. Pendant 3 ans, M. Henri et sa bande de voyous ont pillé, séquestré, torturé pour le compte des nazis. Tu vas parler. Violette Maurice, la grande championne sportive, déchue, transformée en collaboratrice des SS. Son objectif? Détruire les mouvements de résistance à Paris et en province. Avant-guerre, elle avait confié à un journaliste « Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de merde? Ce pays de petites gens n'est pas digne de survivre. » Pierre-Marie Paoli, le petit comptable de Bourges, qui fit des centaines de victimes. Torture, déportation, assassinat. Un jeune homme en mal de réussite sociale, devenu un des plus cruels agents de la Gestapo en France. Moselle, février 1940. La France est entrée en guerre contre l'Allemagne nazie depuis 5 mois. Et en attendant le grand choc, l'armée honore ses premiers héros. Le commandant en chef des forces armées du Nord-Est remet plusieurs décorations à un adolescent. Son père, le lieutenant Agnelli, a été tué dans une action de commando. Ce jour-là, le meilleur ami de son père est également décoré, le lieutenant Joseph Darnand. Au péril de sa vie, Darnand avait été chercher le corps de son ami. Pas question qu'il reste aux mains des Allemands. Qu'est-ce que Darnand peut bien murmurer à l'adolescent? Peut-être lui dit-il que son père n'est pas mort pour rien. Que les Boches ne passeront pas, comme en 14. Cette grande guerre pendant laquelle Darnand s'était déjà comporté comme un héros. Médaille militaire, croix de guerre, 7 citations, Légion d'honneur. Et là, en 40, son courage lui vaut une nouvelle médaille. Et de faire la une d'un grand journal, Match. C'est son heure de gloire. Le lieutenant Darnand vient tout juste d'avoir 43 ans. Quelques mois plus tard, le ciel lui tombe sur la tête. Son monde s'écroule. Le 10 mai 1940, 9 mois après le début des hostilités, l'Allemagne nazie déclenche sa Blitzkrieg, la guerre éclair. L'armée française plie en quelques jours et mise en déroute en quelques semaines. Ces images exceptionnelles ont été filmées par des soldats allemands. Nombre d'entre eux sont partis au combat avec leurs petites caméras. Ils deviennent les cinéastes amateurs d'une déchéance. Une déchéance que contemple en première ligne pendant des semaines un lieutenant Darnand désespéré.
ces centaines de milliers de civils qui fuient devant l'avancée allemande. Ces troupeaux de soldats français hagards, dépenaillés, perdus. Ces soldats allemands qui viennent de conquérir Dunkerque peuvent être hilares. La victoire est totale. Ils peuvent agiter le drapeau français, poser avec, se le passer, se le repasser. Puis, faire flotter le drapeau nazi sur la ville. Le 19 juin 1940, Darnand est fait prisonnier avec quelques survivants de son unité. À un officier allemand qui lui demande comment il va, il aurait répondu « Ça ira mieux quand je ne verrai plus vos sales gueules de Boche ». Comme près de 2 millions de soldats français, Darnand est enfermé dans un camp de prisonniers. Mais il réussit à s'évader et parvient à rentrer chez lui, à Nice. Un autre combat attend le lieutenant Darnand. Il veut sa revanche, pas contre les Allemands, mais contre cette France qu'il juge décadente et qui a engendré cette débâcle. Cet ancien patron d'une petite entreprise de transport, militant d'extrême droite convaincu, a toujours été persuadé qu'il fallait à la France un État fort qui mettrait fin au désordre. Sa revanche, il peut la prendre aujourd'hui aux côtés du maréchal Pétain et du régime de Vichy. Ce qu'instaure le régime de Vichy lui plaît. Tout ce qu'exécrait déjà Darnand est mis au clou. La République, la démocratie, jugée responsable de la défaite. Vichy, qui a également fait le choix de la collaboration avec l'Allemagne nazie, un choix scellé dès octobre 40 à Montoire, lors d'une rencontre entre Pétain et Hitler. Une partie de la France fait confiance aux héros de 14-18. Pétain triomphe, comme ici à Marseille, le 17 décembre 40. Son régime prétend régénérer la France avec son credo « Travail, famille, patrie ». Vichy veut infuser à la société ses idéaux d'une pseudo-révolution nationale. Une mission confiée notamment à la toute-puissante Légion des combattants. Formée de vétérans de 14-18 et de la campagne de 1940, la Légion vénère Pétain. Et voici la minute solennelle où, sur un geste de lui, le silence va se faire sur cette mer humaine. Combattants de 14 et combattants de 40, unis dans le même amour du sol natal, vont lui jurer leur fidélité à la France régénérée qui va renaître de leur ferveur. Joseph Darnand adhère à la Légion des combattants. Mieux, il en devient le responsable dans les Alpes-Maritimes, se dévouant corps et âme au maréchal Pétain. Le maréchal, qui joue au père Fouettard contre tous ceux que la propagande vichiste désigne en permanence comme les ennemis de la France. Les francs-maçons, les communistes, les gaullistes. Et surtout les juifs, jugés responsables de tous les malheurs, comme dans ce film de propagande. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs.
Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française. Une propagande à laquelle adhèrent des dizaines de milliers de Français, de tous âges et milieux sociaux confondus, qui militent dans d'innombrables mouvements et groupuscules collaborationnistes, qui battent le pavé, occupent la rue, organisent meeting sur meeting. Décorum fascisant ou nazifiant, mouvements de jeunesse, gardes prétoriennes, partout on singe les chemises noires de Mussolini ou les chemises brunes d'Adolf Hitler. Tous prêtent allégeance à cet ordre nouveau, à Vichy ou à ce Reich, dont la promesse est de durer 1000 ans. Une véritable cour des miracles, où chacun espère devenir un jour le chef unique d'un parti unique. On y trouve Jacques Doriot et son Parti populaire français, Marcel Déat et son Rassemblement national populaire, Marcel Bucard et son parti franciste, Eugène Deloncle et son mouvement social révolutionnaire. Autant de partis, autant d'apprentis fureurs. À l'été 41, l'Allemagne nazie attaque l'Union soviétique, le sanctuaire du communisme. Pour ces mouvements, c'est l'opportunité de grands-messes communes, comme celle-ci, le 18 juillet au Veldiv à Paris. Il s'agit de créer une légion de volontaires français pour aller se battre à l'Est, aux côtés des Allemands. Joseph Darnan, lui aussi, veut se battre contre le communisme, mais en France, contre les communistes et contre tous les ennemis intérieurs. Avec l'accord de Vichy, il crée le service d'ordre légionnaire, le SOL, composé des éléments les plus durs de la Légion des combattants. Sorti du plus profond de son peuple, chair de sa chair, vous aurez l'honneur de servir chaque jour, obscurément, dans la tâche quotidienne du redressement français, de donner peut-être votre sang, votre vie, avec pour seule récompense la joie d'avoir servi. À genoux! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion, à consacrer toutes mes forces à faire triompher la Révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL. SOL, debout! Darnan pavoise. Il dispose à présent d'une troupe de choc qu'il rêve en chevalerie moderne, prête à servir la Révolution nationale, chère à Pétain et son régime. Cet engagement révulse depuis des mois un de ses meilleurs amis, le père Raymond-Léopold Bruckberger, un frère d'armes de Darnan. L'un et l'autre étaient dans la même unité pendant la campagne de 40. Mais aujourd'hui, tout oppose les deux hommes. Bruck, comme le surnomme Darnan, n'a pas digéré la rencontre entre Pétain et Hitler, ainsi qu'il l'écrira plus tard. La poignée de main de Montoire. J'en appelle à l'humiliation que nous ressentîmes à nous casser le cœur. Rien ne peut faire que ce déshonneur n'ait pas été. Le pire a été le camouflage de ce déshonneur. Contrairement à Darnan qui ne jure que par Pétain,
Bruckberger ne supporte pas l'ordre vichiste, les persécutions. Il a choisi De Gaulle et la résistance. Au moment de se quitter, Bruckberger aurait alors dit à Darnand « Si vous continuez dans cette voie, vous passerez en haute cour pour trahison, vous serez fusillé et je serai assez con pour venir vous défendre. » Un avertissement prémonitoire. Les deux amis se reverront effectivement dans quelques années. Mois après mois, la croisade de Darnand va le mener vers la collaboration la plus violente, jusqu'à se mettre définitivement au service du nazisme. Servir les nazis. Une catégorie de la population le pratique déjà depuis le début de l'occupation. Les truands. Pour eux, rien à foutre du sort de la France. La défaite est une véritable aubaine. À Paris, le plus puissant d'entre eux est Henri Chamberlain, alias Henri Lafont. Les nazis lui ont permis de se tailler un empire. La revanche d'un petit truand devenu un véritable parrain grâce aux Allemands. Né à Paris en 1902, Lafont est orphelin à 13 ans. Il grandit à l'école de la rue, celle de la Pègre. En 1940, au moment de la défaite, il a déjà été condamné plusieurs fois pour vol et abus de confiance. Mais dès les premiers jours de l'occupation, cet escroc sans envergure flaire le bon coup. Les Allemands viennent de s'installer à Paris. Peut-être ont-ils besoin d'hommes comme lui, malins et sans scrupules. L'escroc offre alors ses services aux autorités nazies. Lafont rencontre Otto Brandl, dit Monsieur Otto, un responsable des services de renseignement de l'armée allemande. Monsieur Otto explique ceci à Lafont. La France doit verser chaque jour environ 400 millions de francs pour payer les frais d'occupation des troupes allemandes. L'Allemagne a donc les moyens de faire main basse sur toutes les richesses du pays. Encore faut-il les dénicher et les récupérer par tous les moyens, y compris les plus violents. Monsieur Otto a besoin de collaborateurs français sans idéologie, sauf une, le profit. Lafont est partant. Il y a beaucoup d'argent à se faire. L'escroc multirécidiviste devient rapidement l'agent 10-474R des services secrets allemands. Ses mentors nazis lui donnent carte blanche pour monter son gang. Mieux, ils l'escortent dans plusieurs prisons afin qu'il puisse recruter. Lafont fait alors libérer des dizaines de pointures du milieu. Exemple, début juillet 40, il vient chercher à Fresnes une figure du milieu parisien, Adrien Estebetegui, dit le Basque. Lafont jubile. Il a connu les condamnations, subi la tôle, les matons, l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, les grilles s'ouvrent. Le truand plane au-dessus des lois. Pendant que Lafont monte son gang, la grande majorité de la population manque de tout. La France est étranglée. Une grande partie de l'activité agricole et industrielle est détournée par l'Allemagne. Le taux de chômage est très élevé. La vie quotidienne n'est plus que ça. Les files d'attente, le rationnement, la faim. Pour Lafont, peu importe de contribuer à ce pillage qui accentue encore la misère ambiante. Sa bande rafle de tout. En période de totale pénurie, tout produit a une grande valeur. Lafont fait ainsi de grosses affaires sur des stocks de caoutchouc, de cordes, d'imperméables, de cigarettes et même de bonneterie. Non seulement la bande brasse des millions, elle s'attaque même à un autre marché, celui des braquages de particuliers. Couverts par leurs protecteurs allemands, les malfrats détroussent ceux qui sont réputés détenir de l'or, des bijoux, des espèces, trafiquants du marché noir, hommes d'affaires, familles. En cette année 1941, personne n'est épargné. Les Allemands, eux, leur rachètent à très bon prix les produits de leur braquage. Mais dans ce Paris pillé par Lafont et ses sbires, la population ne fait pas que subir. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Et voici maintenant quelques messages personnels.
Père Noël à Pitchounette. 6 amis viendront vous voir ce soir. Le sanglier se porte gentiment. Le cheval bleu se promène sur l'horizon 2 fois. Certains écoutent Radio Londres et ses appels à la résistance. Cette résistance qui se constitue petit à petit en réseau, qui multiplie les actes de sabotage. Rodrigue, as-tu du cœur? Pendant ce temps, les nazis, soutenus par Vichy, intensifient la répression et les persécutions. Début juin 1942, le port de l'étoile jaune est imposé aux Juifs. Les rafles et les déportations se succèdent, en dépit de l'hostilité d'une majorité de la population française. La chasse aux Juifs devient un enjeu majeur de la collaboration franco-allemande. D'autant plus qu'en ce printemps 42, ce que l'on appelle communément les hommes de la Gestapo prennent en main la machine policière allemande. Gestapo, un nom synonyme de terreur, attribué à tous ceux qui travaillent pour le service de renseignement des SS, notamment ces auxiliaires français recrutés pour traquer les Juifs, les opposants politiques, les mouvements de résistance. Lafon comprend que pour continuer ses activités en toute impunité, il faut jouer la carte des SS. Il propose les services de sa bande. L'état-major SS accepte. Lafon devient un des chefs de la Gestapo parisienne. Ses hommes et lui sont même dotés de cette carte officielle. Le porteur du présent papier est officier des autorités d'occupation. Il est autorisé de porter la tenue militaire et une arme à feu, de sortir de jour et de nuit, ainsi que pendant les alertes pour les besoins du service. En aucun cas, la juridiction française n'a autorité sur le porteur du présent. En cas de besoin, la police française est priée de lui donner assistance. Lafon a une autre carte dans son jeu. Il s'est trouvé un associé idéal, Pierre Bonny, ou plutôt l'ex-inspecteur Bonny. Une légende de la police grâce à son travail durant l'entre-deux-guerres sur plusieurs affaires retentissantes. Au début des années 30, il est même qualifié de meilleur flic de France, avant d'être renvoyé de la police pour trafic d'influence et détournement de fonds. L'ancien premier flic de France n'est plus qu'un ripou oublié, jusqu'à ce qu'il rencontre Lafon. L'association entre Lafon, rompu aux méthodes des voyous, et Bonny, l'homme de dossier, le fonctionnaire méthodique, va faire des ravages. La bande est installée dans un immeuble du 16e arrondissement, 93 rue Lauriston. La Carlingue, le surnom des gestapistes de la rue Lauriston, est rémunéré par les SS pour arrêter à tour de bras, tabassage, torture à l'électricité, supplice de la baignoire. Puis, aveu ou pas, on livre aux Allemands, pour emprisonnement, exécution ou déportation. Voici l'un des rares témoignages de ce qui se passait derrière la façade du 93 rue Lauriston, celui d'une femme de ménage, interrogée par la justice en 1945. Il nous était interdit d'écouter ce qui se passait. En entrant au service, il nous était donné l'avertissement par Bonny que toute indiscrétion serait punie. Nous ne pouvions assister à ce qui se passait dans les bureaux. Toutefois, j'ai vu arriver des hommes avec les menottes au poignet, ainsi que des femmes. Souvent, j'ai perçu les cris de gens qui étaient interrogés. Une des plus grosses affaires de la Gestapo de la rue Lauriston, le démantèlement en 1943 du mouvement Défense de la France. L'organisation était infiltrée depuis des mois par un informateur à la solde de Lafon. 36 membres de Défense de la France seront arrêtés le même jour par les hommes de la Carlingue. Parmi ces dizaines de victimes de la bande se trouve la propre nièce du général de Gaulle, Geneviève. Comme toutes les personnes arrêtées ce jour-là, elle sera déportée. Geneviève de Gaulle survivra au camp de Ravensbrück, mais 12 membres de Défense de la France mourront dans les camps de concentration. Arrestation, séquestration, torture et puis champagne.
Lafont organise de nombreuses fêtes où toute une faune parisienne se montre, vient ripailler et quémander ses faveurs. Parmi les fidèles de la rue Lauriston, un intellectuel inconditionnel de la collaboration, Jean Luchère, ou Amédée Bussière, le préfet de police de Paris, et évidemment, un paquet de femmes. C'est le quotidien de la rue Lauriston, raconté par la femme de ménage. J'étais attaché plus spécialement au service de Lafont. Je faisais sa chambre et le servais à table. Le service était très dur et s'étendait de 8h30 du matin jusqu'à 23h, et même 2h du matin lorsqu'il y avait réception. Lafont était le seul qui logeait rue Lauriston. Il y recevait beaucoup de femmes. Ses liaisons ne duraient pas longtemps. Lafont aime s'entourer de ces créatures sulfureuses, surnommées les comtesses de la Gestapo. Des prostituées de luxe, des starlettes, des grandes bourgeoises et des aristocrates dévoyés. Une des liaisons les plus tapageuses de Lafont, la comtesse Mara Tchernitchev. Ancienne mannequin chez Chanel, Mara Tchernitchev a fait une petite carrière d'actrice dans les années 30. Elle est devenue la protégée de Lafont, qui lui permet de participer à ses trafics. Le petit parigot orphelin, l'ancien truand minable, est à la tête d'un véritable syndicat du crime au service des nazis. Dorénavant, il est Monsieur Henri, un des rois de Paris. Le Paris des restaurants, cabarets, boîtes de nuit, bordels. Des centaines d'endroits listés par la résistance et les services de renseignement des forces françaises libres. Autant de lieux fréquentés par l'occupant et ses nouveaux amis. Cette armée de profiteurs, de trafiquants en tout genre, de truands et autres gestapistes français. Ce tout Paris collabo, d'où émerge un personnage au parcours ahurissant, Violette Maurice. Son dossier est conservé aux archives militaires à Vincennes, parmi des milliers de rapports consignés par le Bureau central de renseignement et d'action, les services secrets de la France libre, établis à Londres pendant l'occupation. Maurice Violette, agent de la Gestapo. Allure masculine, 40 ans environ, corpulente. Gravite autour des SS, probablement indicatrice. Violette Maurice a fait arrêter Massin, français, par la Gestapo, pour trafic d'essence. Violette Maurice est suspectée d'être agent de la Gestapo. 20 ans plus tôt, c'était une grande championne sportive qui portait les couleurs de la France. Née le 20 avril 1893 dans une famille bourgeoise, Violette est considérée comme taciturne, introvertie, mais elle possède un véritable don pour le sport, tous les sports. Dans l'entre-deux-guerres, elle brille dans une vingtaine de disciplines. Sa raison de vivre s'arrête net en 1927. Les responsables de la Fédération féminine sportive de France lui refusent le renouvellement de sa licence pour cause de port du costume masculin. Un motif qui dissimule d'autres griefs. C'est une divorcée et elle ne cache pas qu'elle est bisexuelle. Une vie jugée incompatible avec sa position de championne par les instances sportives. Révoltée, Violette Maurice se répand alors auprès d'un journaliste. « J'ai fait briller le nom de la France à l'étranger. J'y ai même fait retentir la Marseillaise. Mais 2 ou 3 putains de la Fédération m'en ont empêché. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de merde où les bons à rien, les hypocrites et les pétasses font la loi? Ce pays de petites gens n'est pas digne de survivre. Un jour, sa décadence l'amènera au rang d'esclave. Mais moi, si je suis toujours là, je ne ferai pas partie des esclaves. Ce n'est pas dans mon tempérament. » Violette Maurice se sent bafouée, trahie par la France. Au moins peut-elle se consacrer au sport automobile, sur lequel la Fédération n'a pas autorité. Elle ouvre même un magasin d'accessoires porte de Champéret à Paris, fait des essais sur des voitures de compétition. Elle a subi une mastectomie complète, l'ablation des seins. Sa poitrine la gênait pour conduire ses bolides. En
En 1936, les Jeux Olympiques se déroulent à Berlin. C'est là que Violette Maurice aurait fait une première véritable rencontre avec le Troisième Reich. Le faste et le décorum nazi impressionnent l'ancienne championne. Jusqu'en 1941, Violette vivote. Elle habite sur une péniche en banlieue parisienne. Elle s'embarque alors dans les trafics liés au marché noir, fréquente parfois les lieux de prédilection de la pègre parisienne. À l'occasion, elle côtoie des membres de la bande de la rue Lauriston, mais Violette Maurice n'émarge pas auprès de Lafont. Elle mène sa propre barque. En 1942, à l'instar des truands, Violette devient une auxiliaire du service de renseignement SS. Une nouvelle métamorphose pour Violette Maurice. Au nom de quoi? Pour se venger de l'humiliation infligée par son propre pays, par fascination pour ce régime nazi qui semble invincible, par opportunisme comme tant d'autres. Quelles que soient ses motivations, ses employeurs SS lui confient plus particulièrement un secteur spécifique qui comprend une partie de la Normandie. En 1943, Violette Maurice tisse sa toile. Elle sillonne régulièrement sa zone d'activité, met patiemment en place un réseau d'informateurs, commerçants, cultivateurs, employés administratifs. Par idéologie ou à pas du gain, ils deviennent ses indicateurs. L'objectif de Violette Maurice? Collecter et recouper le maximum d'informations, identifier les lieux de rencontre des résistants, comprendre l'organigramme de leur réseau, débusquer ce que l'on surnomme communément les maquis. Dans quelques mois, son travail de terrain va permettre à la Gestapo de porter des coups sévères à la résistance. En cette année 1943, les mouvements de résistance s'organisent de plus en plus, galvanisés par les revers militaires nazis et l'ampleur des persécutions. Les attentats et les sabotages sont quotidiens. Des milliers de jeunes entrent dans la clandestinité et la résistance. Beaucoup cherchent à échapper au service du travail obligatoire, le STO, qui oblige des centaines de milliers d'entre eux à aller travailler en Allemagne. La résistance s'étoffe et s'enhardit. Lafont et sa bande font tout pour la démolir. Violette Maurice s'emploie à la démanteler. Et début 1943, les mouvements de résistance vont devoir affronter un adversaire bien plus coriace. Joseph Darnand. Darnand et sa nouvelle troupe de choc, la milice. La milice. Une petite armée forte d'environ 15 000 hommes, destinée à combattre les ennemis intérieurs, les communistes, les gaullistes, les francs-maçons, les juifs. Pour les hommes de notre défaite, il n'est pas assez dur châtiment. Nous voulons qu'on nous livre des fêtes. Nous voulons le poteau infamant. À genoux, nous fume le serment. Miliciens de mourir en chantant. En mai 1943, Darnand visite l'école des cadres de la milice, à Uriage, dans l'Isère. Darnand n'a maintenant qu'une obsession, trouver des armes pour son mouvement. Il y a urgence. Quelques semaines auparavant, un de ses hommes a été tué par la résistance, un des responsables de la milice des Bouches-du-Rhône, Paul de Gassowski. Pour la résistance, les miliciens ne sont que des serviteurs de Vichy et des Allemands, des traîtres, des hommes à abattre. Lors de cette visite, Darnand rencontre la famille du milicien tué, le premier d'une longue liste. Darnand enrage, la résistance frappe et il ne peut pas lui faire la guerre. Vichy n'aurait pas les moyens de lui fournir des armes.
Et les Allemands ne tiennent pas à ce qu'une organisation, même totalement collaboratrice, soit militarisée. Et le chef Darnand doute. Lui enterre ses morts, et pour le régime nazi, les revers militaires se succèdent. Darnand va alors tenter une volte-face incroyable. Passer à la France libre. Il cherche à contacter de Gaulle, qu'il déteste pourtant. Le chef de la milice propose ses services au chef de la France libre. Après tout, de Gaulle est un militaire, Darnand une bête de guerre. Peut-être, se dit-il, que les forces françaises libres auraient bien besoin d'un combattant de sa valeur. De Gaulle lui oppose une fin de non-recevoir. Son entourage estime que Darnand est déjà beaucoup trop compromis dans la collaboration. Une décision que de Gaulle évoquera bien plus tard dans ses mémoires de guerre. Ce que le national-socialisme comportait de doctrinal avait assurément séduit Darnand. Mais surtout, à cet homme de main et de risque, la collaboration était apparue comme une passionnante aventure, qui par là même justifiait toutes les audaces et tous les moyens. Il en eut à l'occasion couru d'autres en sens opposé. À preuve, les exploits accomplis par lui au commencement de la guerre. À preuve aussi, le fait qu'il m'avait fait transmettre sa demande de rejoindre la France libre. Rien, mieux que la conduite de ce grand dévoyé de l'action, ne démontrait la forfaiture d'un régime qui avait détourné de la patrie des hommes faits pour la servir. La France libre ne veut pas de lui. Darnand joue alors son va-tout. À l'été 43, il rencontre des responsables de la SS en France et en Allemagne. Les responsables SS lui mettent alors ce marché en main. La milice recevra des armes, mais Darnand doit servir le Troisième Reich en fournissant des miliciens à la SS. De fait, en juillet 1943, une unité de Waffen-SS français vient d'être créée avec l'aval de Vichy et la bénédiction des autorités nazies, la brigade d'assaut Frankreich. Les bureaux de recrutement sont ouverts. Darnand pousse de nombreux miliciens, notamment plusieurs de ses cadres, à s'engager dans cette formation. Le chef de la milice doit montrer l'exemple. Il se rend alors à l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille, à Paris. Darnand est nommé Obersturmführer SS, lieutenant SS. Et il prononce ce serment: « Je te jure, Adolf Hitler, Führer germanique, fidélité et bravoure. Je jure de t'obéir à toi et au chef que tu m'auras désigné jusqu'à la mort. Que Dieu me vienne en aide. » Le 8 août 1943, dans une pièce de l'ambassade d'Allemagne, le bouffeur de Boche de la Grande Guerre et de la campagne de